La parole est maintenant Monsieur Alain Touré pour le groupe de RDP pour 10 minutes. Avant Monsieur Coronado d'ailleurs, qui interviendra lui aussi pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, chère Christiane Taubira, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame le rapporteur, au moment où on doit parler de garde à vue, j'ai en tête l'un des moments les plus douloureux de ma vie d'avocat, quand j'ai dû défendre Yves Bonnet, qui était préfet de la République, ancien président de nos forces de sécurité, député de la Manche, rapporteur du budget au Conseil général, qui se fit arrêter, mis en garde à vue, fouillé d'une telle façon que je n'ose l'évoquer, interrogé d'une manière absolument invraisemblable, hors la présence de son avocat, bien évidemment. À la suite de ça, il fit un triple pontage cardiaque. Voilà, je l'ai en tête. Et je voudrais dire qu'on revient de loin, parce que la garde à vue, c'était tout le non-droit pendant bien longtemps. Pendant très longtemps, on a refusé la présence de l'avocat, on a admis simplement progressivement. C'était au bout de la 20e heure, rappelons-nous. Et puis, progressivement, on est venu à vouloir renforcer les droits de la défense, et c'est une bonne chose. Car, Madame le garde des Sceaux, ce qu'il faut avoir en tête, c'est d'abord renforcer le contradictoire, ensuite assurer le jugement équitable, et tout cela en permettant la dignité de la personne qui est ainsi interrogée. Et ça peut être vous, moi, n'importe qui. Combien y a-t-il par an de personnes ainsi mises en garde à vue? Pas loin d'1 million. Donc à tout moment, cela peut arriver. Et c'est pourquoi c'est l'un des moments les plus importants où un individu rencontre la justice et où il faut lui assurer ses droits, les plus grands des droits. Alors, je me bats souvent pour dire qu'il faut un bloc des libertés essentielles. Et peut-être qu'avec ces 2 transpositions, nous allons arriver à renforcer le droit des gens, à renforcer un peu ce qu'on pourrait appeler le Bill of Rights. Car il est bien vrai que ces 2 directives, et c'est tout à notre honneur, vont être transposées dans des délais parfaitement raisonnables, alors même que la France était toujours l'un des mauvais élèves de l'Europe, condamné 135 fois, je crois, en 2005, pour retard ou refus des transpositions. Alors, félicitons-nous de ce nouvel état de droit. Deuxième élément, on va renforcer les droits des individus, des personnes, au moment de l'enquête, de l'information et du jugement. Les renforcer au moment de l'enquête, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Certes, il y avait 2 décisions qui avaient été rendues par le Conseil constitutionnel, une le 18 novembre 2011, l'autre le 18 juin 2012, sur les obligations que les enquêteurs avaient d'informer les personnes entendues de la nature, nous le savons, ça a été précisé tout à l'heure, de la date de l'infraction, de la possibilité de prendre un avocat. Et on arrive un peu à ce qu'on peut appeler la création d'un statut du suspect libre. Madame le garde des Sceaux, l'historien que je suis et le président de l'Amicale des Amis de l'Incorruptible voudrait vous dire qu'il faut faire très attention au mot suspect. Les suspects, c'est la loi des suspects. C'était ce qui entraînait la possibilité pour le tribunal révolutionnaire de faire passer devant lui tous ceux qui, finalement, n'étaient pas en accord avec le comité de salut public. Je me méfie de ce terme de suspect par ses références historiques. Certes, je comprends bien que cela n'a plus rien à voir, mais enfin, faisons très attention à ce terme. Et si on pouvait trouver un autre terme que suspect, je dois vous avouer que je ne m'en sentirais que mieux. Deuxième élément qui me semble important, c'est le renforcement des droits à l'information des personnes privées de liberté et tous les droits
qui doivent être désormais transcrits par écrit et remis à la personne ainsi entendue. C'est le droit d'être assisté par un interprète et, au stade de l'instruction et du jugement, le droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. C'est le droit d'accès à l'avocat avec l'aide juridictionnelle. C'est le droit de faire des déclarations et c'est le droit au silence. Madame le garde des Sceaux, ce droit au silence, c'est une grande évolution finalement de notre droit vers le droit anglo-saxon. Et je pense qu'il y a là un progrès essentiel que l'on doit toujours souligner et il est indispensable qu'il soit rappelé par écrit. Le droit de consulter bien sûr un médecin et le droit de connaître aussi un peu le calendrier judiciaire qui est susceptible d'être ainsi proposé à la personne qui est entendue. Tout cela est un incontestable progrès. C'est par là même la possibilité de créer ce bloc des libertés auquel je tiens par-dessus tout. Reste bien évidemment le problème de savoir si l'avocat a, oui ou non, ainsi que la personne qui est entendue, dans le cadre de la garde à vue, la possibilité d'avoir accès au dossier. Je voudrais vous faire part de mon expérience. Quand un avocat est appelé, parce que la personne le connaît ou parce qu'il est là pour faire le tourniquet des gardes à vue, désigné par son bâtonnier, il rencontre une personne. Il ne la connaît pas le plus souvent, il se trouve dans un endroit plus ou moins sordide, et il va avoir à discuter avec la personne en question. Pourquoi on appelle un avocat? Pour permettre finalement la sérénité du procès, car c'est par la discussion que la sérénité viendra. Pour permettre également de rassurer la personne en question. L'avocat n'est pas forcément un bandit et les clients ne sont pas forcément des bandits. Alors, est-il bon, n'est-il pas bon de connaître les faits pour lesquels la personne en question est ainsi mise en garde à vue? Mais que voulez-vous que l'on fasse d'autre que de discuter des faits pour lesquels la personne est mise en garde à vue? Je vous pose cette question-là. Mettez-vous à la place. Voilà, vous êtes l'avocat, vous avez la personne qui est là, de quoi vous allez parler? Vous allez lui dire, eh bien, écoutez, c'est le conseil que je donnais, moi, sinon, ne dites rien tant qu'on n'a pas les pièces. Parce que si vous ne dites rien tant qu'on n'a pas les pièces, vous n'allez pas être soumis à une contradiction, et à partir de ce moment-là, on ne pourra rien vous reprocher. Donc, finalement, en empêchant l'accès au dossier, on ralentit la procédure, on rend impossible la possibilité d'avoir un véritable échange avec l'enquêteur. Et puis, Madame le garde des Sceaux, j'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez le souci de vouloir réserver des fenêtres de tir, en quelque sorte, à un échange contradictoire. C'est indispensable. À quel moment peut-on le faire? Voilà la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut le faire lorsque la personne est mise en garde à vue? On ne peut le faire que si elle sait sur quoi vous allez l'interroger, que si elle sait les pièces qui sont là. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme intérêt à connaître éventuellement sa propre audition? Qu'est-ce que cela peut amener de nouveau? J'y ai réfléchi beaucoup et pendant toute ma vie d'avocat, tous les confrères disaient il faut qu'on soit au courant des dossiers, sinon on ne sert à rien. C'est vraiment le témoignage que je peux vous apporter. Les syndicats de magistrats disent, le syndicat de la magistrature disent la même chose. La Commission nationale des droits de l'homme dit exactement la même chose aussi. Alors je comprends aussi que l'on puisse me dire du côté des enquêteurs, oui, mais écoutez, voilà, vous allez mettre en jeu telle ou telle personne, tel ou tel qui a contribué à l'enquête, mais très franchement, de toute façon, les documents, on va en avoir connaissance si la personne se tait dans les jours qui suivent. Puisque qu'est-ce que va faire le procureur? Il va faire une citation devant le tribunal correctionnel, par exemple, et à partir de ce moment-là, vous aurez accès au dossier. Pourquoi, à partir de là, faut-il réserver un sort différent entre le moment où on est en garde à vue et le moment où on va saisir le tribunal correctionnel par le biais de la citation du procureur? Je vous pose cette question. Je crois qu'on est en train de se tromper, Madame le garde des Sceaux, je vous le dis très franchement.
Alors, soit on fait une différence entre les pièces. On va avoir beaucoup de mal à faire une différence entre les pièces. Des pièces que l'on peut communiquer, des pièces que l'on ne peut pas communiquer parce qu'il faut assurer telle ou telle protection. À la limite, je pourrais le comprendre, mais vous aurez un mal fou et vous aurez des tas de recours en fonction des pièces que vous n'aurez pas communiquées, bien évidemment. Alors, je crois qu'il faut faire confiance à l'évolution des choses et des gens en la matière, à l'évolution du contradictoire, à l'évolution du dossier équitable, Madame le garde des Sceaux. Vous avez une fenêtre de tir aujourd'hui, prenez-la. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Après y avoir beaucoup réfléchi, c'est des dizaines d'années d'expérience que je vous livre là. Je crois que c'est le moment, Madame le garde des Sceaux, où il faut le faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et sinon, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque dans l'avenir d'être condamné sur le plan de la Cour de cassation ou sur le plan des juridictions européennes? Vous ne pouvez pas le négliger. On va me dire, on a pris toutes les garanties possibles et imaginables, il n'y a pas de risque là-dessus. J'en suis moins certain, parce que cela va toujours dans ce sens-là. La protection des libertés, c'est un socle qui se renforce jour après jour. Ce n'est jamais un socle qui se délite. Et je crains, Madame le garde des Sceaux, que si on ne va pas dans le sens que je vous propose, eh bien, nous n'allions vers une occasion manquée et vers un recul qui serait un recul pour l'ensemble des droits de l'homme. Voilà les quelques observations que je voulais vous faire. Merci, Monsieur